Sans famille, chapitre 15, Joli cœur. Les pronostics du jour levant s'étaient réalisés. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages et ses pâles rayons étaient réfléchis par la neige immaculée. La forêt, triste et livide la veille, était maintenant éblouissante d'un éclat qui aveuglait les yeux. De temps en temps, Vitalis passait la main sous la couverture pour tâter Joli cœur, mais celui-ci ne se réchauffait pas, et lorsque je me penchais sur lui, je l'entendais grelotter. Il devint bientôt évident que nous ne pourrions pas réchauffer ainsi son sang glacé dans ses veines. « Il faut gagner un village, » dit Vitalis en se levant, « où Joli cœur va mourir ici. Heureux nous serons s'il ne meurt pas en route. Partons. » La couverture bien chauffée, Joli cœur fut enveloppé dedans, et mon maître le plaça sous sa veste contre sa poitrine. Il fallut appeler Capi, qui était resté sur le seuil de la hutte, le nez tourné vers l'endroit où ses camarades avaient été surpris. 10 minutes après être arrivés sur la grande route, nous croisâmes une voiture, dont le charretier nous apprit qu'avant 1 heure nous trouverions un village. Cela nous donna des jambes, et cependant, marcher était difficile, autant que pénible, au milieu de cette neige dans laquelle j'enfonçais jusqu'à mi-corps. De temps en temps, je demandais à Vitalis comment se trouvait Joli cœur, et il me répondait qu'il le sentait toujours grelotter contre lui. Enfin, au bas d'une côte, se montrèrent les toits blancs d'un gros village. Encore un effort, et nous arrivions. Nous n'avions point pour habitude de descendre dans les meilleures auberges, celles qui, par leur apparence cossue, promettaient bon gîte et bonne table. Tout au contraire, nous nous arrêtions ordinairement à l'entrée des villages ou dans les faubourgs des villes, choisissant quelques pauvres maisons où l'on ne nous repousserait pas et où l'on ne viderait pas notre bourse. Mais cette fois, il n'en fut pas ainsi. Au lieu de s'arrêter à l'entrée du village, Vitalis continua jusqu'à une auberge devant laquelle se balançait une belle enseigne dorée. Par la porte de la cuisine, grande ouverte, on voyait une table chargée de viande et sur un large fourneau plusieurs casseroles en cuivre rouge chantaient joyeusement, lançant au plafond de petits nuages de vapeur. De la rue, on respirait une bonne odeur de soupe grasse qui chatouillait agréablement nos estomacs affamés. Mon maître, ayant pris ses airs de monsieur, entra dans la cuisine et, le chapeau sur la tête, le cou tendu en arrière, il demanda à l'aubergiste une bonne chambre avec du feu. Tout d'abord, l'aubergiste, qui était un personnage de belle prestance, avait dédaigné de nous regarder. Mais les grands airs de mon maître lui imposèrent, et une fille de service reçut l'ordre de nous conduire. « Vite, couche-toi » me dit Vitalis pendant que la servante allumait le feu. Pendant que je restais immobile sous l'édredon pour tâcher d'avoir chaud, Vitalis, au grand étonnement de la servante, tournait et retournait le pauvre Joli cœur comme s'il voulait le faire rôtir. « As-tu chaud ?» me demanda Vitalis après quelques instants. « J'étouffe. C'est justement ce qu'il faut. » Et venant à moi vivement, il mit Joli cœur dans mon lit en me recommandant de le tenir bien serré contre ma poitrine. La pauvre petite bête, qui était ordinairement si rétive lorsqu'on lui imposait quelque chose qui lui déplaisait, semblait résignée à tout. Elle se tenait collée contre moi, sans faire un mouvement. Elle n'avait plus froid, son corps était brûlant. Mon maître était descendu à la cuisine. Bientôt il remonta, portant un bol de vin chaud et sucré. Il voulut faire boire quelques cuillerées de ce breuvage à Joli cœur, mais celui-ci ne put pas desserrer les dents. Avec ses grands yeux brillants, il nous regardait tristement, comme pour nous prier de ne pas le tourmenter. En même temps, il sortait un de ses bras du lit et nous le tendait. Je me demandais ce que signifiait ce geste qu'il répétait à chaque instant, quand Vitalis me l'expliqua. Avant que je fusse entré dans la troupe, Joli cœur avait eu une fluxion de poitrine et on l'avait saigné au bras. En ce moment, se sentant de nouveau malade, il nous tendait le bras pour qu'on le saignât encore et le guérit comme on l'avait guéri la première fois.
Non seulement Vitalis fut touché, mais encore il fut inquiété. Il était évident que le pauvre Jolicoeur était malade, et même il fallait qu'il se sentît bien malade pour refuser le vin sucré qu'il aimait tant. « Bois le vin, dit Vitalis, et reste au lit, je vais aller chez un médecin. » Craignant que ce puissant personnage ne voulût pas se déranger pour un singe, Vitalis n'avait pas dit pour quelle malade il l'appelait. Aussi, me voyant dans le lit, rouge comme une pivoine qui va s'ouvrir, le médecin vint à moi et m'ayant posé la main sur le front, « Congestion, dit-il. » Sans répondre, je soulevai un peu la couverture et montrant Jolicoeur qui avait posé son petit bras autour de mon cou, « C'est lui qui est malade, dis-je. » Le médecin avait reculé de 2 pas en se tournant vers Vitalis. « Un singe ?» cria-t-il. « Comment ? C'est pour un singe que vous m'avez dérangé par un temps pareil ?» Je crus qu'il allait sortir indigné, mais c'était un habile homme que notre maître et qui ne perdait pas facilement la tête. Poliment et avec ses grands airs, il arrêta le médecin, puis il lui expliqua la situation. Comment nous avions été surpris par la neige et comment, par la peur des loups, Jolicoeur s'était sauvé sur un chêne où le froid l'avait glacé. Pendant que notre maître parlait, Jolicoeur, qui avait sans doute deviné que ce personnage à lunettes était un médecin, avait plus de 10 fois sorti son petit bras pour l'offrir à la saignée. « Voyez comme ce singe est intelligent. Il sait que vous êtes médecin, et il vous tend le bras pour que vous tâtiez son pouls. » Ceci acheva de décider le médecin. « Au fait, dit-il, le cas est peut-être curieux. » Il était, hélas, fort triste pour nous et bien inquiétant. Le pauvre monsieur Jolicoeur était menacé d'une fluxion de poitrine. Ce petit bras qu'il avait tendu si souvent fut pris par le médecin et la lancette s'enfonça dans sa veine sans qu'il poussât le plus petit gémissement. Il savait que cela devait le guérir. Puis après la saignée vinrent les synapismes, les cataplasmes, les potions et les tisanes. J'étais devenu garde-malade sous la direction de Vitalis. Un matin, en revenant de déjeuner, tandis que j'étais resté auprès de Jolicoeur, que nous ne laissions pas seuls, il m'apprit que l'aubergiste avait demandé le paiement de ce que nous devions, si bien qu'après ce paiement, il ne lui restait plus que 50 sous. Pour lui, il ne voyait qu'un moyen de sortir d'embarras, c'était de donner une représentation le soir même. Une représentation sans Zerbino, sans Dolce, sans Jolicoeur, cela me paraissait impossible. Cependant, mon maître, sans s'attarder aux réflexions, s'occupa activement. Tandis que je gardais notre malade, il trouva une salle de spectacle dans les halles, car une représentation en plein air était impossible par le froid qu'il faisait. Il composa et colla des affiches. Il arrangea un théâtre avec quelques planches et bravement, il dépensa ses 50 sous à acheter des chandelles qu'il coupa par le milieu afin de doubler son éclairage. Par la fenêtre de la chambre, je le voyais aller et venir dans la neige, passer et repasser devant notre auberge, et ce n'était pas sans angoisse que je me demandais quel serait le programme de cette représentation. Je fus bientôt fixé à ce sujet, car le tambour du village, coiffé d'un képi rouge, s'arrêta devant l'auberge et après un magnifique roulement donna lecture de ce programme. Ce qu'il était, on l'imaginera facilement, lorsqu'on saura que Vitalis avait prodigué les promesses les plus extravagantes. Il était question d'un artiste célèbre dans l'univers entier, c'était Capi, et d'un jeune chanteur qui était un prodige. Le prodige, c'était moi. En entendant le tambour, Capi avait aboyé joyeusement, et Jolicoeur s'était à demi soulevé, quoiqu'il fût très mal en ce moment. Tous deux, je le crois bien, avaient deviné qu'il s'agissait de notre représentation. Cette idée qui s'était présentée à mon esprit me fut bientôt confirmée par la pantomime de Jolicoeur. Il voulut se lever, et je dus le retenir de force. Alors il me demanda son costume de général anglais, l'habit et le pantalon rouge galonné d'or, le chapeau à claques avec son plumet.
Il joignait les mains, il se mettait à genoux pour mieux me supplier. Quand il vit qu'il n'obtenait rien de moi par la prière, il essaya de la colère, puis enfin des larmes. Il était certain que nous aurions bien de la peine à le décider à renoncer à son idée de reprendre son rôle le soir, et je pensais que dans ces conditions, le mieux était de lui cacher notre départ. Malheureusement, quand Vitalis, qui ignorait ce qui s'était passé en son absence, rentra, sa première parole fut pour me dire de préparer ma harpe et tous les accessoires nécessaires à notre représentation. L'heure était venue de nous rendre au hall. J'arrangeai un bon feu dans la cheminée avec de grosses bûches qui devaient durer longtemps. J'enveloppais bien dans sa couverture le pauvre petit joli cœur qui pleurait à chaudes larmes et qui m'embrassait tant qu'il pouvait. Puis nous partîmes. En cheminant dans la neige, mon maître m'expliqua ce qu'il attendait de moi. Il ne pouvait pas être question de nos pièces ordinaires, puisque nos principaux comédiens manquaient, mais nous devions, Capi et moi, donner tout ce que nous avions de zèle et de talent. Il s'agissait de faire une recette de 40 francs. 40 francs! C'était bien là le terrible. Tout avait été préparé par Vitalis, et il ne s'agissait plus que d'allumer les chandelles. Mais c'était un luxe que nous ne devions nous permettre que quand la salle serait à peu près garnie, car il fallait que notre illumination ne finît pas avant la représentation. Enfin, mon maître décida que nous devions commencer, bien que la salle fût loin d'être remplie. Mais nous ne pouvions attendre davantage, poussés que nous étions par la terrible question des chandelles. Ce fut à moi de paraître le premier sur le théâtre, et en m'accompagnant de ma harpe, je chantais 2 chansonnettes. Pour être sincère, je dois déclarer que les applaudissements que je recueillis furent assez rares. Capi fut plus heureux. On l'applaudit à plusieurs reprises et à pleines mains. La représentation continua. Grâce à Capi, elle se termina au milieu des bravos. Non seulement on claquait des mains, mais encore on trépignait des pieds. Le moment décisif était arrivé. Pendant que sur la scène, accompagné par Vitalis, je dansais un pas espagnol, Capi, la sébile à la gueule, parcourait tous les rangs de l'assemblée. Ramasserait-il les 40 francs? C'était la question qui me serrait le cœur, tandis que je souriais au public avec mes mines les plus agréables. Enfin, je le vis apparaître, et j'allais m'arrêter quand Vitalis me fit signe de continuer. Je continuais, et me rapprochant de Capi, je vis que la sébile n'était pas pleine, il s'en fallait de beaucoup. À ce moment, Vitalis, qui lui aussi avait jugé la recette, se leva. « Je crois pouvoir dire, sans nous flatter, que nous avons exécuté notre programme. Cependant, comme nos chandelles vivent encore, je vais, si la société le désire, lui chanter quelques airs. Capi fera une nouvelle tournée, et les personnes qui n'avaient pas pu trouver l'ouverture de leur poche à son premier passage seront peut-être plus adroites cette fois. Je les avertis de se préparer à l'avance. » Bien que Vitalis eût été mon professeur, je ne l'avais jamais entendu vraiment chanter, ou tout au moins comme il chanta ce soir-là. Il choisit 2 airs que tout le monde connaît, mais que moi je ne connaissais pas alors. La romance de Joseph, à peine au sortir de l'enfance, et celle de Richard Cœur de Lion, ô Richard, ô mon roi. Je n'étais pas à cette époque en état de juger si l'on chantait bien ou mal, avec art ou sans art. Mais ce que je puis dire, c'est le sentiment que sa façon de chanter provoqua en moi. Dans le coin de la scène où je m'étais retirée, je fondis en larmes. À travers le brouillard qui obscurcissait mes yeux, je vis une jeune dame qui occupait le premier banc, applaudir de toutes ses forces. Je l'avais déjà remarqué, car ce n'était point une paysanne comme celle qui composait le public.
C'était une vraie dame, jeune, belle, et que, à son manteau de fourrure, j'avais jugé être la plus riche du village. Elle avait près d'elle un enfant qui lui aussi avait beaucoup applaudi Capi, son fils sans doute, car il avait une grande ressemblance avec elle. Après la première romance, Capi avait recommencé sa quête, et j'avais vu avec surprise que la belle dame n'avait rien mis dans la sébile. Quand mon maître eut achevé l'air de Richard, elle me fit un signe de la main, et je m'approchai d'elle. « Je voudrais parler à votre maître, » me dit-elle. Cela m'étonna un peu que cette belle dame voulût parler à mon maître. Elle aurait mieux fait, selon moi, de mettre son offrande dans la sébile. Cependant, j'allais transmettre ce désir ainsi exprimé à Vitalis, et pendant ce temps, Capi revint près de nous. La seconde quête avait été encore moins productive que la première. « Que me veut cette dame ?» demanda Vitalis. « Vous parlez. »« Je n'ai rien à lui dire. »« Elle n'a rien donné à Capi. Elle veut peut-être lui donner maintenant. »« Alors c'est à Capi d'aller à elle et non à moi. » Cependant, il se décida, mais en prenant Capi avec lui. Je l'ai suivi. Pendant ce temps, un domestique portant une lanterne et une couverture était venu se placer près de la dame et de l'enfant. Vitalis s'était approché et avait salué, mais froidement. « Pardonnez-moi de vous avoir dérangé, » dit la dame, « mais j'ai voulu vous féliciter. » Vitalis s'inclina sans répliquer un seul mot. « Je suis musicienne, » continua la dame. « C'est vous dire combien je suis sensible à un grand talent comme le vôtre. »« Un grand talent chez mon maître, chez Vitalis, le chanteur des rues, le montreur de bêtes ?» Je restais stupéfait. « Oh, il n'y a pas de talent chez un vieux bonhomme tel que moi, » dit Vitalis. « Ne croyez pas que je sois poussée par une curiosité indiscrète, » dit la dame. « Mais je serais tout prêt à satisfaire cette curiosité. Vous avez été surprise, n'est-ce pas, d'entendre chanter à peu près un montreur de chiens ? » Émerveillée. « C'est bien simple, cependant. Je n'ai pas toujours été ce que je suis en ce moment. Autrefois, dans ma jeunesse, il y a longtemps, j'ai été le domestique d'un grand chanteur. Et par imitation, comme un perroquet, je me suis mise à répéter quelques airs que mon maître étudiait devant moi. Voilà tout. » La dame ne répondit pas, mais elle regarda assez longuement Vitalis, qui se tenait devant elle dans une attitude embarrassée. « Au revoir, monsieur, » dit-elle en appuyant sur le mot « monsieur » qu'elle prononça avec une étrange intonation. « Au revoir et, encore une fois, laissez-moi vous remercier de l'émotion que je viens de ressentir. » Puis, se baissant vers Capi, elle mit dans la sébile une pièce d'or. Je croyais que Vitalis allait reconduire cette dame, mais il n'en fit rien, et quand elle se fut éloignée de quelques pas, je l'entendis murmurer à mi-voix 2 ou 3 jurons italiens. « Mais elle a donné 1 louis à Capi, » dis-je. Je crus qu'il allait m'allonger une taloche. Cependant, il arrêta sa main levée. « 1 louis, » dit-il, comme s'il sortait d'un rêve. « Ah oui, c'est vrai. Pauvre joli cœur, je l'oubliais. Allons le rejoindre. » Notre ménage fut vite fait, et nous ne tardâmes point à rentrer à l'auberge. Je montai l'escalier le premier, et j'entrai dans la chambre en courant. Le feu n'était pas éteint, mais il ne donnait plus de flamme. J'allumai vivement une chandelle, et je cherchai Joli Cœur, surpris de ne pas l'entendre. Il était couché sur sa couverture, tout de son long. Il avait revêtu son uniforme de général, et il paraissait dormir. Je me penchai sur lui pour lui prendre doucement la main sans le réveiller. Cette main était froide. À ce moment, Vitalis entrait dans la chambre. Je me tournai vers lui. « Joli Cœur est froid !» Vitalis se pencha près de moi. « Hélas !» dit-il, «
Il est mort. Cela devait arriver. Vois-tu, Rémi, je n'ai peut-être pas eu raison de t'enlever à Madame Milligan. C'est à croire que je suis punie comme d'une faute. Zerbino, dolce, aujourd'hui joli cœur. Ce n'est pas la fin.